Alors, comme on vous accueille en Suisse ce soir, on est ponctuel, on va commencer à l'heure telle qu'indiquée. Et si d'autres nous rejoignent plus tard, c'est très bien aussi. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir sur Aîné Luigi Mattei, qui est un ami que j'ai connu à l'université il y a bien longtemps déjà, et que je suis très content de retrouver ce soir. Comme on l'a dit dans l'invitation que vous avez reçue, c'est sans doute la première fois que nous accueillons un avocat sur Aîné. On a eu des poètes, des médecins, des philosophes, on a eu des enseignants, on a eu des missionnaires, des gens engagés dans le travail social, mais dans mon souvenir, même si j'ai peut-être pas tout dans ma tête, on n'a jamais eu d'avocat. Donc, on n'a jamais eu de personnes engagées quotidiennement dans le monde des tribunaux, de la justice, des victimes et des coupables. Un monde où se joue parfois le destin d'une personne et un monde où l'avocat est évidemment un personnage clé. Et c'est pour cela que je suis content d'entendre ce soir Luigi Mattei, qui est avocat depuis 40 ans cette année, hein, si les 42. informations que j'ai sont correctes. Donc, il a une longue expérience. Je me permettrai de le tutoyer si vous êtes d'accord, parce qu'on a été sur les bancs de la même université, même si ce n'était pas dans la même faculté. Donc, tu es né en 1954 au Tessin, tu as fait tes études ensuite à Fribourg, tu as 3 enfants et 5 petits-enfants. Tu as été pendant 7 ans juge d'instruction, donc c'était Procureur. procureur, d'accord, mais c'est celui qui doit enquêter donc, sur la criminalité. Et ensuite, tu ouvres ce cabinet d'avocats dans lequel tu travailles toujours et que tu diriges avec tes associés et qui est un cabinet d'une certaine importance au Tessin puisque vous êtes 11 avocats à y travailler. Cette vie derrière le barreau, cette vie au service de la justice, est-ce que, Luigi, est-ce que c'était ton premier choix quand tu arrives à l'université? Tu as eu depuis tout petit l'idée je serai avocat. Donc, je ne sais pas quand ça a commencé, mais ça revient beaucoup bien avant le baccalauréat, dans le sens que moi, j'ai toujours aimé débattre, argumenter, et donc l'idée de faire l'avocat, je l'avais déjà, disons, autour des 15, 16 ans. Il est vrai toutefois que pour finir, quand il s'est agi de choisir la faculté, je me suis inscrit à médecine en surprenant tout le monde. Et ceci parce que j'avais un peu l'impression que comme médecin, j'aurais pu servir à l'homme, à l'humanité, bien plus qu'en faisant l'avocat. L'avocat, surtout d'après les descriptions qui me faisait mon père, qui n'est pas avocat, n'était pas avocat du tout. C'était un homme qui faisait du fric, etc. Et alors, j'avais un peu mis à côté ce projet. Mais en fait, après un mois de médecine, je fréquentais déjà en cachette les cours de droit à Fribourg. Alors, à Noël, j'ai déclaré mon Ton enthousiasme? repentir sincère pour le choix de la médecine et j'ai commencé le droit, quoi. Et qui était en effet ce que je désirais faire pour finir. Et en fait, la vie m'a, pour finir, démontré qu'on pouvait être utile aussi comme avocat parce que il y en a malheureusement de plus en plus besoin dans un monde où les lois se multiplient et se compliquent d'une façon assez incroyable, où on délègue presque tout comportement humain à un contrôle de la justice, ou tout au moins à une réglementation légale. Et ceci fait ainsi que les choses deviennent très difficiles. Même pour nous-mêmes,
qu'on s'occupe professionnellement du droit. Voilà. Et 40 ans plus tard, tu fais toujours du droit, tu es toujours avocat. Comment est-ce qu'on garde un tel intérêt pour cela? Pourquoi est-ce que ça te plaît tellement? Mais moi, ça me plaît vraiment. Il faut dire que ça me plaît. Il y a énormément de choses qui me plaisent, mais surtout, il y a la rencontre avec l'homme, son besoin, ses limites, ses contradictions. Et là, c'est vraiment toujours des moments qui me font euh, un peu mystérieux aussi, un peu surprenants, qui me remplissent je ne peux pas dire de plaisir, mais d'accomplissement. Voilà, la confrontation avec le besoin des autres, avec les difficultés des autres, c'est en même temps une façon de partager aussi les difficultés, les miennes également, parce que euh, quand on a à plaider une cause, mais pas seulement au pénal, même au civil, c'est toujours une aventure, c'est toujours un risque aussi pour nous, c'est toujours un moment, c'est toujours des moments, c'est toujours un parcours. Voilà, un parcours. On est en chemin avec son propre client pour gagner une cause, pour obtenir une chose, pour sauver une situation, etc. Et ceci est pour moi très beau, c'est très satisfaisant. En plus, il y a le plaisir de travailler avec mes confrères. C'est toujours une confrontation très belle sur le plan professionnel d'une part, mais aussi humain de l'autre. Et Euh, restons à cette dimension de la rencontre avec ton client quand il vient chez toi et qu'il dit, voilà, j'ai besoin d'un avocat. Euh, comment est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui se passe? Parce que on a, bon, peut-être que ce sont les séries américaines qui nous donnent ces idées toutes bizarres, mais on a un peu l'impression que l'avocat, finalement, il serait prêt à raconter n'importe quoi pour sauver son client, pour gagner la cause et tout ça. Comment est-ce que tu construis un rapport et la défense d'un client? mais alors, avant tout, euh, le client n'est jamais seulement le besoin qu'il exprime quand il se rend chez l'avocat. Le client est une personne qui considère qu'une certaine situation doit être résolue. Bon, maintenant, puisqu'il y a la criminalité, c'est autre chose. Le droit pénal, peut-être, il y a des différences et éventuellement, on peut en parler. Mais en principe, il faut toujours traduire ce que le client veut en tenant compte de plusieurs éléments. Avant tout, la réalité. Le client qui vient chez un avocat, il a une idée de son droit qui souvent ne correspond pas exactement à un droit ou de toute façon ne correspond pas exactement à ce qu'il s'attend. Et surtout, il y a souvent des situations, mais ceci est vraiment quotidien presque, où il faut aller un peu plus à fond. Moi, je prends toujours des exemples parce que autrement c'est difficile. Et quand je prends des exemples, je les prends dans cette semaine-ci. Hein. Je ne veux pas aller chercher Oui, dans oui, le passé lointain parce que puis j'ai une mémoire qui est toujours plus fragile. Mais par exemple, avant-hier arrive une jeune femme qui me dit, moi, je veux actionner en paternité le père de mon fils parce qu'il ne veut pas le reconnaître, etc. Et bon, évidemment, c'est une chose assez banale en fait. C'est le père biologique. Elle dit qu'elle n'avait pas eu d'autres relations, donc c'est clair. C'est le père biologique de cet enfant et lui, il veut absolument pas, même pas en savoir, même pas le saluer. Mais elle est venue chez moi après 4 mois de l'accouchement. Euh, ce qui l'a convaincu, qui a déclenché une réaction de sa part, c'est le fait qu'elle a rencontré cet homme en ville lorsqu'elle était assise au bord de la route avec l'enfant dans ses bras et il a fait semblant de ne pas les voir, ce qui est en effet assez choquant. Et elle se dit, c'est pas juste, moi
qu'il soit contraint à répondre à tout cela. Et alors, je veux faire une action en paternité. Alors, moi, je lui dis, bon, c'est clair, c'est une belle chose. Mais voyons un peu, j'ai essayé de l'amener à comprendre qui est l'intérêt de faire une action en paternité, qui n'est jamais l'intérêt avant tout de la mère, mais c'est l'intérêt de l'enfant. Et là, ça a été un premier chemin, parce que pour elle, c'était une réaction, au fond, à une très forte déception personnelle. Une relation, un homme qu'elle aimait, qui voulait qu'elle fasse un avortement, qu'il ne voulait pas cet enfant, et qui, pour finir, s'est détaché complètement d'elle. Donc, une déception très, très forte que je comprenais parfaitement et qui était très douloureuse. Mais quand on parle de l'intérêt de l'enfant, on parle aussi de l'intérêt qu'a l'enfant à avoir un père. Et donc, son action devient d'autant plus juste et légitime dans la mesure où elle tend à donner un père à son enfant et avec l'espoir aussi d'amener le père à lentement, avec le temps, assumer ses responsabilités. Par exemple, avec le droit de visite, qui est un droit que tout père a à l'encontre de ses enfants parce qu'il répond à l'intérêt des enfants. L'intérêt de l'enfant n'est pas seulement d'avoir un père dans son état civil, mais c'est aussi d'avoir un père avec lequel il puisse avoir des relations dans les limites du possible. Et alors là, la position de cette femme, de cette jeune femme, elle a commencé à faire un pas en arrière. Elle s'est dit, non, mais tiens, alors tout ça, je ne sais pas. Elle était un peu hésitante. Et voilà, pour finir, elle s'est convaincue, mais elle s'est convaincue en faisant un petit parcours qui est quand même important, parce que ce parcours veut dire qu'elle accepte de faire une action en paternité, pas pour avoir du fric, pas pour faire payer d'une certaine façon à l'homme qui l'a déçu la déception qu'il lui a causée, la douleur qu'il lui a causée, elle pleurait même par moments, mais positivement pour, 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 pour aider son enfant, pour lui permettre, pour faire tout le possible pour qu'il puisse avoir un père à tous les effets, et donc aussi, le cas échéant, le fréquenter et avoir des rapports avec lui. Voilà, ça c'est un exemple très banal, hein, j'en conviens, mais ils sont tous banals, assez simples, les histoires. Si j'ai bien compris ce que tu es en train de dire, c'est que la personne qui vient chez l'avocat est souvent convaincue qu'elle a raison, que c'est tous les autres qui ont tort, c'est les autres qui sont méchants, et puis l'avocat, il va m'aider à imposer mon bon droit et ma raison, et puis éventuellement en plus de me venger et tout ça. Et toi, tu es en train de dire que la première chose que tu dois faire, c'est d'aider à regarder la réalité. Parce que la Oui, réalité, c'est pas absolument. ce que les gens, des fois, ont naturellement. Moi, je suis aussi toujours, si on me fait du tort, je suis fâché. Mais la réalité, c'est pas ça. Mais oui, c'est une expérience qu'on fait tous, en fait. Quand il y a quelque chose qui nous agace, qui nous fait du mal, qui nous dérange, euh, on se convainc de certaines choses, mais on n'a pas la capacité, inévitablement, ça c'est une démarche assez usuelle pour tout le monde et normale, on voit les choses seulement d'un côté. Et en fait, il faut aussi regarder les choses de l'autre, parce que aussi un procès civil, il est d'autant plus solide que si l'on comprend les raisons de la partie adverse, parce qu'autrement, si on ne fait qu'écouter les raisons de ton client d'une façon non critique et qui ne va pas au-delà de la réponse pure et simple d'un point de vue technique à ce qu'il te demande de faire, on ne va pas lointain non plus. Donc, entre autres, c'est aussi inefficace du point de vue du succès et de la défense correcte des droits de cette personne. Mais évidemment, il y a toujours un très fort décalage entre l'idée
que quelqu'un a de ce qui est juste ou pas juste et la situation effective. Bon, il y a des exceptions, évidemment, il y a des cas qui sont absolument flagrants, évidents et qui ne donnent pas, mais c'est assez rare. Les situations, en fait, sont souvent très, très complexes. Et puis, il y a un autre aspect qui est très important et qui touche un peu euh, le, 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 le désir de justice. C'est un phénomène que je vois de plus en plus dans ma profession. C'est la totalisation du problème. C'est-à-dire, il y a souvent le client, maintenant je parle toujours du civil ou du droit administratif, c'est-à-dire, je ne parle pas du droit pénal pour être clair, les gens font d'un petit problème le problème. Et tout dépend de ça. Alors souvent, il faut essayer de relativiser les choses, pas pour dire que ce n'est pas à faire ce qu'elle veut faire, mais pour les aider à voir au-delà de ça, parce qu'autrement, ça devient des situations invivables pour la personne intéressée. Et le fait que la relation avec l'avocat requiert régulièrement, sur des longues périodes, des contacts, des discussions, etc., peut amener très facilement à faire de ce problème-là un géant qui t'empêche de vivre ta vie presque avec sérénité et qui te fait perdre de vue tout le reste qui t'entoure. Voilà, ça Tu es c'est en train de dire que tu un expliques aux problème. gens que gagner un procès, ce n'est pas nécessairement gagner le bonheur. Voilà. Et puis, En plus, ça exactement. coûte très cher. Ça coûte très cher, mais pas seulement du point de vue Financier. économique, mais aussi du point de vue personnel, parce que un procès, il y a une séance aujourd'hui, il y en a une d'ici à 2 mois, ou je ne sais pas quoi, ça dure dans le temps, ça dure 1 année, 2 années, 3 années. Et si l'on n'arrive pas à le vivre dans un état d'esprit assez détaché et tranquille, c'est destructif. Et ça, c'est très, très problématique. Voilà. Et puis, il y a aussi l'importance de reconstruire la vérité des choses, la réalité. La réalité. Et la réalité, elle est faite essentiellement de deux côtés. Le côté matériel, les faits, et puis le côté euh, intérieur, le côté subjectif, les motifs, les raisons, la façon dont tu as vécu une certaine situation, etc. Et déceler tout ça, c'est toujours un travail très, très difficile qui, en fait, n'est jamais pleinement accompli et qui se développe au fur et à mesure qu'une cause se développe elle-même. C'est le cas des témoins, c'est le cas de la reconstruction des faits. C'est fou l'esprit humain comme il arrive à éliminer certaines circonstances qui ne lui conviennent pas et en mettre en évidence seulement des autres. Et là, c'est l'expérience qui t'aide à ne pas tomber dans ces pièges avec le risque, entre autres, d'entamer une procédure que pour finir, t'amène à une défaite. Voilà. Et quand tu perçois qu'il y a un risque de défaite, tu le dis au client? Ah oui, bon, absolument. Euh, voilà, là, c'est le premier problème, la transparence. Avec le client, il faut dire exactement les choses comme elles sont. Et souvent, c'est assez choquant. Parce que, et puis, il faut relativiser et expliquer que même si on a raison, on peut aussi avoir tort devant le juge, parce que le juge, la justice, elle est loin d'être parfaite. Donc, il y a toute une série d'incertitudes et souvent, il y a aussi des rapports patrimoniaux pour lesquels il ne vaut même pas la peine d'entamer une cause parce que
il y a des valeurs qui n'ont pas ne peuvent pas, ne peuvent pas rentrer. Qui ne justifie pas de faire Ne un justifient procès. pas, voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Pour quand même aborder un peu cette question qui est... Oui, tu es intervenu dans un certain nombre de grands procès au Tessin. Il y a quand même eu des cas où le droit pénal était en cause. Mais c'est une question que je me pose. Comment, comme avocat, peut-on défendre un criminel, pour dire la chose vraiment un peu presque brutalement? Comment, quand on a soi-même une conscience morale assez forte et qu'on se rend compte que la personne a effectivement commis un délit, comment est-ce qu'on peut être totalement de son côté, quoi? Alors là, il y a deux éléments, à mon sens. Moi, je réponds comme ça à chaud, mais euh, euh, la première chose, c'est que nous tous, on est fait du bien et du mal. Donc, le mal nous appartient et dans notre, c'est le péché originel, on l'a tous, quoi. Et en même temps, c'est la conscience que euh, on est tous structurellement euh, limités et pleins de péchés et de limites. Donc, l'approche est d'un pécheur devant un autre, euh, qui évidemment a péché souvent d'une façon très, très forte. Mais à la racine, il y a toujours le mal qui prévaut et qui normalement est l'aboutissement d'une non-réussite, d'une faillite. Le délit est souvent un raccourci, un détour, une réaction à une incapacité d'affronter une réalité souvent très dure. Et, et c'est là qu'il y a une rencontre humaine très forte. Moi, j'ai toujours trouvé dans les criminels des aspects beaux. Et l'une des choses les plus surprenantes, c'est que normalement, après un certain chemin qu'il faut faire, l'homme qui a commis des délits euh, acquiert conscience du mal qu'il a fait. Et donc, il est blessé par le mal qu'il a fait lui-même. Et ça, c'est une attitude euh, très, très correcte par rapport à la vie qu'on ne trouve pas souvent en dehors du pénitencier. Moi, j'ai horreur des moralistes qui croient d'être toujours dans le juste et qui jugent tout le monde. Je considère, mais je le considère vraiment profondément, qu'on est tous des pécheurs. Et moi, je me fais souvent des images. J'imagine Dieu qui nous regarde d'en haut et qui se dit, mais bon, mais la différence entre ce criminel et Mattei, oui, d'accord, mais Luigi, toi aussi, par rapport à tout ce que tu as reçu dans la vie, les résultats sont plutôt décevants. Voilà. Alors, moi, j'ai cette conscience. Moi, quand je me réveille le matin et je commence avec mon premier réflexe, c'est de prier, mais c'est de prier pour être aidé à faire face à ce que la vie me demande de faire. Et je suis absolument inadéquat à, à, à être un mari, à être un père, à être un grand-père, à être un professionnel. Donc, la rencontre avec la limite du criminel est toujours une rencontre qui est occasion pour aller à fond dans nos limites, dans notre péché, et en même temps de relancer l'espoir pour le futur. Et ceci est un élément que je considère central.
il faut être repenti pour notre mal, mais il ne faut pas se faire abattre. Le pardon, pour Dieu, c'est même la miséricorde qui est beaucoup plus. Le pardon vécu comme la possibilité, une nouvelle possibilité de reconstruire sa vie. Ça, c'est un élément absolument central. L'homme qui fait des crimes, avant tout, il passe par la relativisation normalement, puis il arrive à la conscience du mal qu'il a fait, et ceci te détruit sur le moment. Et puis pour finir, il faut redresser ça, il faut donner l'espoir d'une possibilité. Et la possibilité existe toujours. Et souvent, je m'attarde à décrire à mes clients, à décrire des épisodes de gens qui ont passé des situations encore pires que les autres, que les leurs, et qui toutefois ont pu reconstruire une vie. Et ceci est un élément très fort. Et en fait, il est facile de défendre quelqu'un, surtout quand il a la conscience d'avoir fait du mal. Parce que déjà ça, c'est un élément en sa faveur. Et puis, il y a toujours beaucoup d'éléments positifs dans une personne. Et c'est bien ça qu'il faut mettre en évidence. Le jeu du procès n'est pas seulement de vérifier la responsabilité pénale, parce que bon, il y a les cas où quelqu'un plaide innocent, et alors on doit vérifier les faits si le délit existe. Mais le 99% des cas, il plaide coupable, mais c'est au niveau de la peine ou de la mesure qu'il faut s'attarder, qu'il faut évaluer la situation. Et là, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à dire. Toujours. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, même sur le pire des criminels. C'est assez impressionnant de t'entendre parler. Je veux dire qu'on pense à certains criminels qui ont fait des choses parfois assez terribles, ou bien qu'on pense à d'autres. C'est pas aussi lourd, mais quand même, il y a des gens qui brassent des centaines de millions et puis qui en font de toutes les couleurs. Euh, J'essaye de mettre cette réalité ensemble avec un bureau d'avocats. Vous êtes ensemble là et vous commencez à parler. Et ce que tu es en train de dire là, les gens acceptent d'arriver jusqu'à ce niveau, de se dire oui, j'ai fait une bêtise, Mais, non, je vais me payer le meilleur avocat pour gagner, et puis tout le reste, ça n'a aucune importance. C'est impressionnant. On a presque l'impression, je veux dire, oui, le médecin, voilà, puisque tu rêvais de faire un médecin, on a l'impression que les gens doivent se raconter jusqu'au plus intime d'eux-mêmes. bon, il y a tout un chemin dans l'enquête pénale qui touche aussi les aspects subjectifs qui sont absolument décisifs. Donc, le procès pénal implique la, la, la vérification de la conscience, de la volonté, des motifs, des comportements, etc. Donc, c'est même prévu par la loi explicitement. Mais il faut distinguer le criminel libre et le criminel qui a été arrêté, qui se trouve en prison. Oui. Parce que la différence, elle est évidente. Le criminel libre est le criminel qui vit dans son idée d'être plus rusé que les autres et qui Au-dessus de tout, au-dessus des au-dessus de lois. tout, etc. Donc là, c'est pas très... Mais le criminel qui est arrêté, qui se trouve en prison, où tout saute, parce que il perd tout, quoi. Souvent, il perd la famille, il perd l'image qu'il avait face aux autres, qui peut avoir des conséquences terribles, surtout dans la criminalité économique ou sexuelle, pour des gens qui sont aussi connus, qui sont respectés, etc. Donc, tout s'écroule autour de toi. Et c'est là le moment où il y a la rencontre avec ton client. Imaginez-vous quand vous arrivez au pénitencier et ce monsieur, il a été peut-être arrêté à 7 heures du matin
quand il était en train de se lever avec la femme et ses enfants dans l'appartement. On a fouillé partout pour chercher, pour faire des perquisitions. On l'a amené en prison. On a compris tout de suite qu'il va y rester pour un peu de temps. Et, et, et voilà, c'est un homme qui est Brisé. brisé, voilà. Et c'est là qu'il y a le premier colloque, souvent. Et c'est là qu'il y a une rencontre parce qu'il y a un grand besoin. C'est comme le meilleur des athlètes auquel on dit qu'il a un cancer ou une maladie très sérieuse ou qu'il a un accident très sérieux. Et puis arrive le médecin et lui, il est là, qu'il est complètement... Voilà. Mais ça, c'est encore plus radical parce que ça touche vraiment l'image de soi-même, l'image face aux autres, les tiers, la famille, les amis, la profession, l'argent, euh, les relations personnelles. Ça a un impact terrible. Et là, il y a vraiment des conditions extraordinaires pour une rencontre qui assez rapidement peut arriver à toucher des éléments assez intimes et fondamentaux dans la vie de cette personne. Et la clé, tu dis, c'est de réussir à faire comprendre que même si tout semble perdu, il reste un espoir. Oui. La vie Et puis surtout, c'est aussi de faire comprendre, parce qu'il y a des gens qui vraiment voudraient mourir tellement ils souffrent pour ceux qu'ils ont fait. Et là, il faut dire, mais non, t'en fais pas. On est tous pleins de limites et de péchés, et il y a une possibilité pour tout le monde. Et là, parfois, on fait des discours aussi très, très explicites, quoi. Très bien. Habituellement, on fait cette conversation et puis on ouvre ensuite les micros et on permet aux gens d'intervenir. Mais là, je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question sur ce point précis. Fabrizio, c'est ça, hein? Oui, merci. Maintenant, la question que j'avais, c'était d'étendre un peu le sujet que tu avais posé, Patrice, sur le fait, mais c'est une question, la vérité judiciaire ne coïncide pas forcément avec la vérité. J'ai une certaine connaissance du monde criminel pour des raisons de volontariat. Donc, je connais un peu le monde criminel du point de vue pénal. Et je vois qu'en fait, la défense d'un condamné ou de quelqu'un en état d'arrestation se fait en cherchant une vérité judiciaire à sa faveur, mais qui ne coïncide pas forcément avec la vérité. Donc, on peut se trouver dans un cas où, et c'est ma curiosité que je voulais demander à Maître Mattei, c'est de se trouver à défendre la vérité de l'imputé qui peut être totalement différente de la justice ou de la vérité en soi-même. Et c'est là le cas vraiment parce que je partage tout à fait les propos que Mattei a tenus sur le monde criminel, à la position humaine. Mais ce qui m'intrigue un peu, c'est ce paradoxe, en fait. Se trouver dans une situation où on est la voix, disons, la défense de l'imputé et qu'on doit trouver une vérité judiciaire à lui favorable qui peut être totalement opposée à ce qui est juste et bon. Oui, alors là, il y a tout le discours de la preuve, n'est-ce pas? Dans le procès pénal, il y a le principe de la présomption d'innocence. Et donc, c'est le procureur, c'est l'accusation qui doit démontrer la culpabilité du sujet. Dans le cas de doute, le doute est à la faveur du justiciable parce que le principe est qu'il vaut mieux d'avoir un coupable libre qu'un innocent en prison. Or,
ce problème qui se pose parfois, en fait, trouve une solution dans la procédure, dans ce sens que si une faute, si un délit n'est pas démontré et l'homme la personne qui est processée le nie, il y a de bonnes probabilités qu'elle ait raison. On doit supposer que si elle nie une circonstance qu'on n'arrive pas à rendre évidente suffisamment au juge, en le contraignant, disons, en contraignant à un acquittement, il faut déduire que le client, il a probablement raison. Évidemment, il peut se faire que ça ne soit pas ainsi. Ça, je l'ai vécu plusieurs fois. Mais le système est celui-ci. Et en fait, dans la réalité des choses, la plupart des fois, il est inutile de nier, il est stratégiquement pas intéressant de nier parce qu'on comprend tout de suite que les preuves vont sortir. Donc, il arrive souvent qu'un client nie toute culpabilité et que puis, même déjà peut-être au premier interrogatoire, mais autrement dans les interrogatoires qui suivent, mais assez en peu de temps, on se retrouve en difficulté. Il m'est arrivé souvent de demander des time-out. Je demande vraiment le time-out comme dans le hockey pour sortir, parler avec mon client et l'engueuler, quoi. Et lui dire, mais non, ça, c'est la pire des stratégies. Des stratégies qu'on puisse faire. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, très, très souvent, la tentation compréhensible et initiale qui arrive régulièrement, en fait, de nier des faits, au moins ceux qu'on peut nier, parce que souvent, il y en a qui sont assez évidents, et puis il y en a d'autres qu'on peut nier, mais l'enquête, après, elle va les sortir. Moi, je dis toujours, nier une chose tout en l'ayant faite, c'est légitime. Techniquement, c'est légitime. On peut le faire, mais c'est très risqué. Et les cas où ceci peut avoir du succès sont rarissimes. Et donc, c'est un peu une fantaisie. Voilà. Ceci, il n'en demeure pas moins que la vérité n'est jamais reconstruite pleinement. Donc, on est tous conscients que la vérité, la vraie vérité, on n'arrive pas jamais, presque jamais, à la voir. La vérité qui signifie aussi toute la vérité, toute la compréhension de la situation. Ceci est assez clair. Et en plus, il y a les limites de la justice elle-même. C'est-à-dire, la justice est dispensée par des hommes, ce n'est pas le tribunal de Dieu, ce serait très facile là. Mais la justice des hommes, c'est une justice qui est limitée par la limite des hommes eux-mêmes, même au niveau des juges. Et ça, c'est la fatigue la plus grande qu'on fait par moment. En tant que défenseur, c'est les moments de déception me sont souvent venus par les juges, mais pas parce qu'ils ont donné tort ou raison à mes arguments. J'arrive assez à argumenter d'une façon qui donne un certain résultat. Mais ça me déçoit parce que souvent je vois qu'ils n'ont pas vraiment voulu comprendre, voulu entrer dans l'histoire.
Et ça me fait mal. Je dois dire que j'ai eu des expériences encore récemment qui m'ont assez fait mal là-dessus, bien que le résultat en soi puisse être, puisse être compréhensible. Mais il y a c'est le ton qui fait la musique, c'est la façon d'administrer la justice qui est souvent décisive. On peut accepter une condamnation juste, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter selon la façon dont elle a été prononcée et selon la façon dont le procès lui-même a été conduit par le président. Et ceci, moi, je vois de temps en temps maintenant des situations qui me déplaisent. Voilà. On peut parler d'une justice qui devient injustice? Non, injustice, non, parce que le résultat, il est souvent assez correct, mais une justice euh, qui juge sans comprendre. L'homme qui est devant un juge pour être jugé, il a cette exigence fondamentale d'être au moins compris. C'est une façon de respect, donner à la personne l'idée qu'on a bien compris de quoi il s'agit, même dans les choses auxquelles il tient. On ne peut pas s'en tenir aux faits objectifs et puis couper comme ça avec un coup de machete l'histoire. Voilà, c'est ça qui me fait un peu comme ça. Parce que c'est le début de la reconstruction d'un condamné commence avec sa condamnation elle-même et commence par le respect qu'on a dans le jugement et dans le procès. Sans ce respect-là, qui passe à travers la préoccupation de le comprendre, il est difficile qu'une condamnation soit vraiment acceptée. Bien si elle est juste, bien si le coupable il a reconnu sa responsabilité, il ressent encore un sentiment de justice et ceci est la pire des prémices pour la reconstruction qui l'attend. Oui. J'ai encore une question un peu dans ce domaine, c'est Luigi Mattei est connu au Tessin pour être un avocat combatif, un avocat qui ne laisse pas nécessairement l'adversaire tranquille. Alors, est-ce que tu entres dans le tribunal en se disant maintenant, ça, c'est une bataille qu'on va gagner? Alors, chacun a son tempérament. Effectivement, moi, j'adore la salle des procès, j'adore les procès, j'adore un peu la scène aussi, ça me plaît, je dois l'admettre. Ça, c'est une limite au fond. Et je suis, oui, c'est vrai, je suis assez un combattant. Je ne suis pas méchant, bien que on me le dit parfois, et ma femme aussi, elle me le dit. Et donc, par moment, Elle a encore de meilleurs arguments, certainement. oui, oui, elle a des bons arguments. Donc, par moment, je deviens aussi un peu dur moi-même. C'est vrai, c'est mon caractère. Donc, je suis très lointain d'être un saint et je ne peux pas cacher euh, cet autre côté de la médaille qui est mon esprit combatif et l'envie de faire mes batailles, voilà, même de trouver les trucs, de gagner, voilà, ça c'est clair. Et c'est correct, ça ne pose pas de problème de Ah dire oui, oui, non, non, ça ne me pose pas de... Bon, correctement, il y a une façon de faire on doit être absolument correct et rester dans les limites de la procédure, mais un procès pénal en fait est aussi plein de petites astuces. comment Ça, on c'est fait le pour côté avoir... amusant. D'accord. Et comment on fait pour avoir un bon avocat? Parce que c'est embêtant si on n'a pas le bon avocat et que...
Bon, dans le pénal, il y a un problème croissant. Il y a une justice de première et une justice de deuxième catégorie. Le procès pénal, avec tout le système de garantie qu'on a mis en place, qui évidemment défend les droits de l'homme, disons, mais il est très coûteux. Il est absolument terriblement coûteux parce qu'il requiert une quantité de temps énorme. Et ceci est difficile parce que si on a l'argent pour payer l'avocat, évidemment, il peut travailler beaucoup. Si on n'a pas l'argent, on a un défenseur d'office qui, en principe, peut travailler beaucoup aussi, mais que pour des questions de caisse de l'État, on lui reconnaît qu'une part des prestations en disant qu'on doit payer seulement ce qui est indispensable pour la défense de la victime. Alors moi, nous, on a un système à l'étude qui charge ses conséquences à l'étude elle-même et pas client. C'est-à-dire que moi, je ne pénalise pas le collaborateur qui fait une défense d'office, qui est déjà payé beaucoup moins, et qui, en plus, à la fin du procès, quand il s'agit de déterminer sa note, il arrive dans mon bureau, tout content peut-être pour le résultat, mais très déçu pour la note en me disant, moi, on a fait 12 000 francs de prestations, on en a reconnu 8 000, il y en a 4 000 qui sont perdus. Voilà. Ça fait partie du jeu et donc, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que on peut faire ça dans une étude avec plusieurs avocats où il y a des choses qui compensent les autres. Mais évidemment, un jeune avocat qui se trouve seul à défendre un procès et qui se voit reconnu 60%, même pas, de son travail, ça peut être un problème. Et là, il y a effectivement un risque qui se réalise assez souvent de prestations un peu réduites pour éviter de se trouver à perdre encore plus d'argent. Et ceci n'est pas une bonne chose, exactement comme ce n'est pas une bonne chose de faire des travaux inutiles parce qu'il y a le client qui a l'argent de payer. Voilà, ça, c'est aussi une autre question. Mais c'est, par exemple, une chose qui m'énerve toujours, constater que les juges ne reconnaissent pas les prestations d'assistance à la famille. Mais imaginez-vous un homme, un artisan qui est arrêté, qui fait 8 mois de prison avant le procès, de détention préventive, qui perd son revenu, l'activité doit être arrêtée, la famille se trouve dans des situations très, très difficiles. Et on nous dit que le temps qu'on a perdu pour aider la famille à trouver des solutions n'est pas directement lié à la défense du justiciable et donc ne peut être reconnu. Ou bien l'homme qui est en crise et qu'on doit lui rendre visite au pénitencier à la place qu'une fois à chaque 15 jours, une fois chaque semaine. Et qu'on nous dit c'est trop, c'est inutile, ce n'était pas nécessaire pour la défense. Mais la défense consiste aussi en soutenant la personne dans une enquête que parfois peut être extrêmement dure. Mais pas parce qu'elle est conduite d'une façon violente, mais parce que à chaque fois, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux faits, il doit être mis face à des nouvelles situations, etc. Donc, c'est un parcours qui est extrêmement pénible, extrêmement dur et fatigant pour la plupart des intéressés. Oui. Quand on parlait au début de cette conversation de ce
qu'est le travail de l'avocat, tu disais que c'est un chemin qu'on fait avec le client, c'est un processus dans lequel on essaye de chercher, entre guillemets, la vérité des choses, quoi, la vérité de ce qui s'est passé, de ce qu'il a vécu et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi dans le domaine de la foi, que tu ne caches pas, hein, puisque tu t'es aussi engagé dans le domaine catholique? Est-ce que finalement chercher Dieu et chercher la vérité du droit, c'est quelque chose qui a des liens? Est-ce que un avocat est privilégié pour trouver Dieu? Il a l'habitude de Bon, chercher cette vérité. alors, c'est un privilège pour trouver Dieu, évidemment, à la condition qu'on le cherche. Parce que si on ne le cherche pas, tu peux avoir toutes les conditions que tu peux rêver, mais tu ne le trouves pas. Mais ce qui est intéressant, c'est bon, j'avais à l'esprit de dire quelque chose là-dessus, mais non, ça me sort de l'esprit. Euh, la, derrière, voilà, la réalité est révélatrice de Dieu, même si on ne le voit pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose toujours au-delà de ce qu'on voit. Et ceci, c'est l'expérience du procès pénal. Il y a toujours quelque chose qui est au-delà de l'apparence et qu'il faut rechercher. Mais même dans les procès tout court, dans l'administration de la justice, etc., il y a toujours quelque chose qui explique beaucoup de choses qui sont pertinentes avec la cause. Donc, l'expérience, c'est celle, à travers la vérité, de voir ce que la vérité témoigne. Et là, c'est le chemin aussi de notre foi, de notre vie chrétienne, c'est de voir dans les circonstances Dieu qui nous parle, qui agit dans notre vie, chaque chose est faite pour nous. Et, et chaque justiciable criminel est fait pour moi. Et donc, avant tout, c'est en moi-même que je vis ça, comme une opportunité qui m'est donnée pour aller encore plus à fond en ce que je vis. Et en même temps, c'est accompagner la personne que je défends aussi dans un parcours qui, pas nécessairement, on parle de Dieu, mais on essaye de faire un parcours semblable, de voir ce que tout ça te dit, la leçon que tu dois tirer de ce que tu as fait, les raisons où tu dois travailler. Voilà, c'est surtout ça. Puis bon, moi, j'ai défendu pas mal de prêtres, et là, alors, malheureusement, il faut vraiment entrer, même parfois assez durement, parce que là, il y a il y a quelques situations qui étaient vraiment Très grave. très graves et très tristes, quoi. Et Oui, là, et comment fait-on pour ne pas perdre la foi? Non, je dirais plutôt la fatigue, et pas de perdre la foi, parce que je ne perds pas la foi, parce que la foi n'est pas... Les ministres nous apportent la parole de Dieu, mais ça ne signifie pas qu'ils soient des personnes meilleures que nous. Le fait qu'un prêtre soit un mauvais prêtre n'enlève rien au geste et au contenu du geste qu'il fait quand il est en train de faire sa messe ou d'administrer d'autres sacrements. Mais en fait, c'est le fait de ne pas se scandaliser. Donc là, l'attitude chrétienne est celle
Ben, moi, c'est toujours la même histoire qu'on répète, mais moi, je me répète ça toutes les fois. Saint-Pierre, avec le coq qui a chanté 3 fois, qui a trahi Christ, avec lequel il se proclamait fidèle, il l'aimait profondément, et pourtant il l'a trahi. Voilà. Moi, je regarde toujours à cette expérience et à la première fois que Saint-Pierre a rencontré Christ, il ne lui a pas fait le procès de ce qu'il avait fait. Il lui a demandé s'il l'aimait. Et ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir face à ces choses-là. Il ne faut pas se scandaliser. Il faut essayer de dire, mais tu aimes quelque chose, qu'est-ce que tu as à cœur quoi? Tu te rends compte que ce que tu as fait a fait du mal, etc. Et puis quand ils se rendent compte, et ce n'est pas toujours facile de faire ce chemin, puis il faut faire les chemins ultérieurs. Voilà. Et là, c'est parfois, moi j'ai eu un cas il y a 2 ans où j'ai dû vraiment être très, très dur, encore beaucoup plus que le procureur, face à ce, à ce, à ce monsieur qui niait, qui jouait, dans une situation où il avait fait des choses vraiment euh, terribles, qui avaient par ailleurs apporté au suicide sa victime. Donc, vraiment Ah, tout ce ouais. qu'on peut imaginer de plus triste, quoi. Et donc, un peu comme un policier, tu es parfois du côté obscur de la réalité, c'est-à-dire tu es dans ce que le monde nous propose, le mal, quoi, la réalité du mal. Tu es là-dedans et peut-être plus que d'autres professions, d'autres métiers. Et là-dedans, il faut garder cette confiance dans l'homme, cette confiance que quelque chose peut être sauvé, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, oui, surtout la confiance en Dieu. Moi, quand je vois certaines situations, disons, c'est un très bon collaborateur, quoi. Je demande à lui, et il m'arrive assez souvent aussi de prier pour ces situations, pour qu'il aide à les résoudre, à résoudre les personnes, pas mon métier, mais eux-mêmes avec leur situation. C'est clair, le mal, en faisant du droit pénal, on le voit plus souvent mais même dans le droit de famille, on le voit, même dans beaucoup de choses de droit civil, on voit la violence, on voit tous les péchés de l'homme. On les voit tous, quoi. On a une belle palette de limites humaines et de péchés. Voilà. Mais moi, la confiance dans l'homme, je ne sais pas, je n'ai pas une très grande confiance dans l'homme. Mais j'ai un grand respect de l'homme parce qu'il est grand malgré lui-même, parce qu'il a été fait grand. Il est appelé à une destinée qui est grande et c'est là qui découle, et c'est de là qui découle une façon de voir les personnes, de les respecter. Et pas nécessairement pour ce qu'elles sont, mais elles sont aimées tout de même et je dois les aimer moi aussi, quoi. Très bien, merci. J'ouvre un dernier volet parce que les gens qui t'ont rencontré m'ont dit avoir été étonnés et oui, et intéressés surtout quand tu parlais de la relation avec tes collègues de travail, avec tes collaborateurs, parce que c'est un grand classique du monde du travail que on se plaint souvent de ce que l'on vit, du fait que c'est pénible, que ce soit n'importe où, dans un bureau, à la fabrique ou comme ça, que les rapports sont durs, violents, qu'on ne se sent pas respecté. Et puis, toi, tu dis que finalement, c'est possible d'avoir un lieu de travail qui soit humainement riche, satisfaisant. Alors, comment fonctionne le cabinet d'avocat Matei pour être Bon, épanouissant? donc il y a des personnes très différentes, chacune avec ses limites. On ne fait pas des sélections ni des idées politiques, ni
comment dit-on, de la foi, il croit, il ne croit pas, etc. Mais moi, moi, je n'avais jamais projeté de faire une grande étude, relativement grande étude. Maintenant, mais disons, je suis parti seul, mais j'ai été attiré par des personnes. Quand je rencontrais des, des, des stagiaires, non pas des stagiaires, ceux qui doivent devenir avocats, on les appelle donc les Master of Law, qui doivent travailler 2 ans dans une étude d'avocat pour passer aux examens d'avocat. Voilà. Alors là arrivent les gens et on voit. Et quand je rencontrais des personnes qui étaient vraiment de belles personnes, moi je faisais de tout pour les garder. Même si je n'avais pas le travail, même si je n'avais pas la place de travail. J'ai toujours dit non, cette personne-là, je ne dois pas la perdre, c'est une personne valable, mais pas valable seulement en tant qu'avocat, valable en tant que personne, avant tout. Et, ça a toujours marché. Bon, il y a eu des situations qui n'ont pas marché, mais assez rares malgré tout. Tous les jeunes avocats qui sont restés chez moi ou les autres que j'ai été chercher, qui sont venus se proposer et qu'on a accepté à l'étude, ça a toujours été des personnes bien, correctes. Et ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur est celui d'une grande transparence à l'étude. La première chose que je dis quand quelqu'un arrive, c'est qu'il ne faut pas frapper à la porte, on peut entrer directement, il n'y a pas de tiroirs qui sont fermés à clé. Et s'il y a des problèmes, il faut toujours le dire, et le dire tout de suite. Et les problèmes, c'est pas souvent ce qu'eux voient comme des grands problèmes. Hein. Avec l'âge, tu apprends que ce pas des grands problèmes. Puis parfois, il y a des grands problèmes. Mais on ne doit jamais moi, je ne fais pas, je ne fais pas des procès à ceux qui font des fautes, à ceux qui oublient des choses, parce qu'on fait des fautes. Il y a eu aussi des situations par moments assez, assez importantes. Et, et encore une fois, il faut dire ça, il faut le dire au client, il faut être transparent, et puis les choses, à la fin, on trouve des solutions. Et donc, tous ces éléments-là ont fait si que dans l'étude, il y ait un très bon climat. Et c'est un plaisir d'y travailler. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller à l'étude. Et il n'y a personne de mes collaborateurs et des secrétaires que je n'ai pas plaisir à voir. Voilà. Peut-être que j'ai simplement eu de la chance. Mais ceci ne signifie de loin pas que ce soit une étude parfaite, qu'il n'y ait pas de discussion, qu'il n'y ait pas de critiques. Moi, je sais parfaitement que je fais beaucoup de fautes, je suis souvent distrait, je fais des gaffes. Moi, j'ai beaucoup aidé, là, il faut le dire, par la présence à l'étude de ma femme, qui alors est un juge constructif, mais en même temps assez implacable. Et elle m'a toujours aidé à recentrer ma personne quand je commençais à voir les choses pas assez claires. Ça, je dois le reconnaître. Bon, pour le reste, mais vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler, qui ont plaisir de travailler, qui sont des types ouverts, puis peut-être ils ont leurs idées, mais il y a une belle humanité malgré tout. À l'étude, je dois dire que de tout le monde, je ne peux pas dire du mal, bien qu'il y a un qui a des limites un peu paresseux, l'autre qui est un peu compliqué, l'autre qui n'a jamais, qui est toujours un peu stressé, comme partout, quoi.
Il faut dire aussi que pour moi, c'est très utile d'être confronté avec les autres. Pour eux, c'est important. Mon étude, mon bureau, il est toujours bien fréquenté, aussi parce que souvent je suis dehors et donc pas à l'étude, occupé quelque part. Mais quand je suis là, il y a souvent des petits défilés de gens qui viennent, qui me disent, qui me questionnent, etc. Et c'est beau pour moi parce que j'apprends toujours et c'est beau pour eux parce qu'ils apprennent aussi et en même temps, ils se sentent couverts, ils se sentent protégés. Et ça leur donne l'élan pour, parce que la peur de faire quelque chose de faux te bloque. La peur d'être engueulé t'empêche de. Alors, moi, je ne dis pas, fais n'importe quoi avec n'importe qui. Faites attention, etc. Mais quand les choses arrivent, quand ils ont fait des erreurs, on en parle tranquillement et puis je dis, bon, maintenant on va, et maintenant on oublie ça et allons en avant, personne, c'est pas la fin du monde. Ma dernière question, et ensuite on ouvrira, parce que comme d'habitude, on laisse aussi aux gens la possibilité d'intervenir. Tout ce que tu as décrit là ce soir, c'est quelque chose que tu as découvert par toi-même, c'est quelque chose ou bien est-ce que tu as été aidé, ou bien est-ce que tu peux dire, ben évidemment, la vie nous apprend les choses, y compris les échecs, y compris les souffrances, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait, qui t'a accompagné sur ce chemin pour affronter ces poids parfois très lourds Ben oui, les amis, la compagnie qui m'entoure, euh, euh, qui... Mais ils ne sont pas tous avocats. Ah non, personne. Ah, justement. J'ai très peu d'amis avocats, non. Ça suffit. Malgré tout, ça suffit. Non, non, moi, les amis que j'ai, bon, tu sais qui sont. Non, moi, j'ai des amitiés qui, même qui sont critiques avec la façon dont je vis ma profession comme euh, totalisante, si l'on veut. Mais c'est un peu le problème de mon métier. Il est difficile de sortir ton habit d'avocat. Quand j'arrive à la maison, je vis la maison, je vis la famille, je ne pense, souvent, je ne pense pas au travail. Mais en même temps, c'est clair que c'est un métier qui te prend inévitablement. Tu ne peux pas vivre l'avocat. Maintenant que je dois commencer à me retraiter un peu, j'essaye de diminuer la quantité des choses à faire aussi parce que je deviens plus lent et j'ai plus de fatigue, etc. Mais, euh, mais on ne peut pas limiter le fait d'être involvé dans l'histoire. Quoi. Tu es dedans, tu essaies, tu es objectif, tu es détaché, tu dois être même sévère avec les clients, mais en même temps, tu ne peux pas vivre ton travail comme quelque chose qui existe, puis maintenant on s'en fiche, on pense à autre chose. Voilà. C'est quelque chose qui t'enveloppe un peu. Voilà. Euh, Bien, 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 J'arrive bien, bien. difficilement à distinguer Voilà, je travaille un peu à la maison, je travaille à l'étude, puis je fais mes vacances, mais je travaille un peu toujours. Je suis toujours d'une façon ou d'une autre présente. Mais moi, ça me plaît comme ça. Eh bien, écoute, moi, je te remercie déjà beaucoup pour ce moment que tu nous as offert. Je remercie Marie-Michel et Dino Quartana parce que c'est un voyage à Paris qui a fait que tu es là ce soir, hein, et qu'ils ont découvert la justice en Suisse. Pas tout à fait, bien sûr, je plaisante, mais enfin, c'est ce voyage qui a fait que tu es là ce soir. Et j'ouvre volontiers la discussion. Si quelqu'un souhaite intervenir, on a encore quelques minutes, n'hésitez pas. Il suffit d'ouvrir, oui, Firmin, il suffit d'ouvrir le micro et de prendre la parole.
Bonsoir à tous. J'ai une question, peut-être deux mêmes questions, mais ma question peut-être vous n'avez pas encore pensé à ça, mais c'est que elle concerne l'intelligence artificielle. Que pensez-vous de l'introduction de la technique de l'intelligence artificielle dans votre domaine? C'est la première question. Parce que tout dernièrement, on faisait des cours d'élévation de niveau où on disait beaucoup plus que dans les années à venir, les hommes de justice, y compris les avocats que vous êtes, qui n'auront pas de connaissances dans ce domaine, risqueront perdre ou ne pas trouver du travail. Que pensez-vous de ça? Avez-vous pensé à ça? Très bien. Firmin, peut-être tout de suite la deuxième question, comme ça Luigi pourra répondre à toutes les deux. S'il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question? Non, Firmin. apparemment pas. Apparemment pas. Non, alors non. Alors allons-y avec ça. Très bien. Luigi? Ben bon, alors nous, on est assez à jour avec l'informatique. C'est un des secteurs où on a investi beaucoup de ressources économiques, mais même aussi de travail. L'intelligence artificielle veut dire beaucoup de choses et rien en même temps. Il faut faire un peu attention. Il faut dire que dans un cabinet d'avocats, un des premiers problèmes, c'est la quantité de travail non productif, c'est-à-dire de travail de gestion ou de travail répétitif où l'introduction de systèmes d'intelligence artificielle peuvent être de grandes aides. L'intelligence artificielle, en outre, elle peut être très utile dans la recherche de la jurisprudence parce que elle te permettra, pas encore maintenant, mais les systèmes sont en phase de développement, elle te permettra de questionner la jurisprudence en posant les problèmes d'une façon de dialogue et pas en cherchant un article ou bien un mot-clé, mais en décrivant le problème. Et ceci va être aussi un grand élément facilitateur du travail. Donc, l'intelligence artificielle interviendra massivement pour simplifier les procédures et les activités qui ne sont pas directement liées au travail d'avocat et pour le travail d'avocat à aider dans la recherche de la doctrine et de la jurisprudence, respectivement dans les documents qu'on a, etc. Donc, parce qu'aussi dans l'analyse de grandes quantités de dossiers très importants, l'intelligence artificielle peut être de grandes aides. Mais il n'est pas question d'une intelligence artificielle qui puisse substituer l'avocat dans le vrai travail. Ça, c'est absolument impossible parce que le juge et l'avocat rencontrent des personnes, jugent des situations qui sont quand même étroitement liées à ces personnes, à leur sentir, à leur situation, etc. Et interpréter, lire tout ça, c'est simplement impossible pour une intelligence artificielle. Grâce à Dieu, je crois que le rapport humain entre l'avocat et son client demeure absolument fondamentale et l'intelligence artificielle intervient pour alléger l'avocat de tout le reste. Notre problème, c'est d'avoir le temps pour faire l'avocat. Et voilà, là, maintenant on est au début parce qu'on te promet toujours de grandes choses avec l'intelligence artificielle, tu fais des investissements assez importants et puis le développement est beaucoup plus lent de ce qu'on voudrait. Bon, mais il va se faire, évidemment. Puis, il y a aussi des simplifications dans les procédures. On utilise déjà
dans l'intelligence artificielle, par exemple, dans les grands dossiers. On a des dossiers qui... Moi, j'ai fait un procès où j'avais un dossier de 3 térabytes. Il fallait 2 vies pour le lire. Alors, il est clair qu'il faut des systèmes. Nous, on a introduit depuis des années des systèmes de lecture des textes, de recherche déjà un peu évolués pour nous simplifier les choses. Il y a des dossiers que je ne peux absolument pas lire en entier. Donc, ils sont digitalisés, ils sont lus, ils sont systématisés. Et puis, j'entre avec des mots, je cherche les parties qui m'intéressent. Et voilà, par exemple. Très bien, merci. Merci pour cette réponse. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, j'avais une question que je voulais poser. Voilà, oui, Mirko. Parce qu'on pense souvent, on l'a évoqué tout à l'heure, à la figure de l'avocat qui défend le coupable et qui essaye de faire en sorte qu'il ne purge pas sa peine ou qu'il soit innocenté. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de vivre la situation contraire, c'est-à-dire de défendre quelqu'un dont vous avez acquis la profonde conviction qu'il est innocent, mais qu'il était quand même condamné? Comment est-ce qu'on vit ça et comment est-ce qu'on arrive à faire son métier dans une situation comme ça? Si cela vous est arrivé, bien évidemment. Rarement, mais il m'est arrivé. Il m'est arrivé. Rarement, mais très rarement. Mais ça, c'est douloureux. C'est vraiment douloureux. Mais on combat tout ce qu'on peut pour éviter ça. Normalement, on l'évite, quoi. Mais il y a des cas où je suis certain, personnellement convaincu qu'on a jugé faux. Mais ils sont 1 ou 2, hein. Pas dans une carrière de 40 ans. Voilà. En ayant épuisé toutes les possibilités de recours et toutes les... Oui. Il peut arriver. Il peut arriver. Vous savez, la faute du médecin peut amener à la mort. Et la faute d'un juge peut amener à une condamnation. C'est dans l'ordre des choses. Il faut bien comprendre que la justice est fondamentale. C'est un des besoins les plus profonds de l'être humain. Et d'ailleurs, mais la justice vraie, c'est Dieu. La justice des hommes est toujours une justice limitée et imparfaite. Non seulement dans la reconstruction de la réalité, de la vérité, mais même dans le jugement de la situation. Et là, il peut y avoir... mais je considère tout de même que, en général, mon expérience, malgré tout, c'est d'une justice, d'une bonne justice, pas excellente, mais d'une bonne justice. Les critiques se situent surtout sur le plan que je disais auparavant, du respect, de l'approche, de la façon de conduire certains procès, etc., qui peut être aussi être influencé par le nombre de procès, de procédures, les complications, le temps, parce qu'il y a aussi dans notre métier un problème très important qui est celui du temps. Il faut faire le plus possible dans le moins de temps possible pour coûter le moins possible, parce qu'autrement, c'est un problème. Et c'est là que l'intelligence artificielle pourra nous aider. Parce qu'il faut absolument qu'on réduise, qu'on augmente l'efficacité de notre travail. Parce qu'autrement, il y a aussi une injustice financière, comme on en a dit tout à l'heure. Oui, c'est ça. Celui qui a énormément de moyens, il va pouvoir jouer la montre, il va pouvoir, etc., etc. Et celui qui a peu de moyens risque d'être du mauvais côté, quoi. Oui. Bien. Encore quelqu'un?
Oui. Qui est-ce que je vois? Marie-Michel? Marie-Michel peut mettre son micro. Je voudrais poser une question à Luigi il a prononcé une fois le mot reconstruction et il en a parlé comme avocat. Et je voudrais lui demander s'il peut développer un petit peu, non seulement est-ce qu'il peut l'ouvrir pas seulement au travail de l'avocat, mais je dirais un peu dans tout le contexte de la justice, de la prison, de la société, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut progresser dans une justice qui ne vise pas simplement à condamner ou à absoudre, mais à reconstruire. Et le rapport qu'il peut faire avec l'expérience de foi dont il a parlé. Merci. Aïe, aïe, aïe. Alors, bon, la reconstruction, c'est le but, en fait, de la peine. C'est le but de la peine, c'est pas seulement la condamnation, le châtiment, mais c'est surtout la reconstruction. Et aujourd'hui, on a fait quelques progrès remarquables, assez importants dans la peine et dans la période d'expiation de la peine au pénitencier. Maintenant, il y a tous les services qui sont à la disposition des condamnés et qui font un bon travail. Et même l'avocat, ça c'est une expérience de ces dernières années, et c'est les premières expériences que je fais moi-même, continue son assistance même après la condamnation pendant la phase de détention, d'expiation de la peine. Là, c'est tout un chapitre qui s'ouvre. Moi, quand je parle de reconstruction, je pars des bases pour la reconstruction. Donc, mon expérience reste celle qui est entre l'arrestation, le début de l'enquête et la fin du procès. N'est pas concentré, si ce n'est pour ces quelques expériences que je commence à faire ces années-ci, elle n'est pas concentrée sur la suite. Mais évidemment, cette phase-ci, elle est une phase très importante parce que reconstruire requiert avant tout une conscience le plus pleine possible de ce qu'on a fait. Là, c'est le premier pas. Reconnaître le mal qu'on a fait, reconnaître ses limites. Le deuxième pas, c'est désirer changer. Et là, s'insère l'idée de l'espoir. Sans espoir, il n'y a pas de désir. Un homme qui est condamné, un homme qui est enquêté, s'il ne voit pas la possibilité d'un futur meilleur pour soi-même, difficilement il pourra se reconstruire parce qu'il est en effet condamné définitivement par ce qu'il a fait. Voilà. Et le mal qu'on fait ne doit jamais être le dernier mot sur notre vie. Ça, c'est l'expérience qu'on fait nous en tant que chrétiens. La miséricorde de Dieu, c'est celle qui nous relance, parce que je dois voir toutes mes limites, c'est bien triste autrement. Mais nous tous, on a besoin chaque semaine, chaque jour, de pouvoir recommencer, de se lever des petites choses peut-être. Mais ceci vaut aussi autant pour les grandes choses, pour les grandes fautes, le grand mal. Voilà. Il n'y a rien qui puisse empêcher une reconstruction
au-delà de l'absence d'espoir. Au moins l'espoir d'être pardonné, mais aussi l'espoir de pouvoir montrer à soi-même qu'on est capable de mieux. Ça, c'est un élément qui est très important. J'ai à l'esprit les yeux désespérés, les regards désespérés au cours des enquêtes d'une série de personnes qui ne voyaient plus rien. Et là, il faut vraiment donner. Et ça, c'est la phase très délicate. Parce que si l'enquête se développe bien, si le chemin jusqu'au procès se développe bien, on en finit avec quelqu'un qui est soulagé par sa condamnation, qui voit un futur et qui commence à penser à son futur et donc il va travailler pendant l'expiation de la peine, il va suivre, il va faire des formations, il va, voilà, parfois moi je vais chercher le travail pour leur donner, etc. Et j'essaie de les aider à ça pour ouvrir, pour voir la lumière. Voilà. Il faut une lumière, autrement on ne sait pas où aller. Merci. Oui, merci Luigi. Je crois que c'est la meilleure conclusion qu'on puisse donner à cette soirée qui a quand même touché à des aspects parfois certainement douloureux, exigeants d'un point de vue humain, et qui ne se limite pas à ce que j'appelais tout à l'heure les séries américaines. On voit que dans la justice et dans le travail de l'avocat, il y a quelque chose d'essentiel qui se joue sur le destin humain face au mal, à l'échec, à la violence et ce qu'on peut essayer de faire avec ces gens. Et je remercie beaucoup Luigi de nous avoir fait faire ce parcours, de nous avoir permis d'entrer un petit peu dans ce travail. Et je pense que nous avons tous pu en tirer quelque chose. Et déjà l'idée que si un jour on a besoin d'un avocat, il y a de bons avocats. Cela existe, on peut les trouver. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Bon, très bien. Alors encore merci Luigi pour cette soirée que nous avons faite ensemble. Je vous salue tous aussi au nom d'Aîné. Et en vous invitant, bien sûr, à nos prochains rendez-vous. Vous recevez, si vous êtes sur la newsletter, vous recevez les informations et autrement, sur le site, vous pouvez revoir cette soirée. Vous pouvez aussi la faire, la diffuser autour de vous. N'hésitez pas, c'est une initiative qui est née pendant le confinement et qui a montré qu'on pouvait dépasser les portes fermées et les barrières et qu'on pouvait se rencontrer dans toute la francophonie. Et c'est ce que nous avons vécu ce soir. Encore merci et amitié et bonsoir à tout le monde. Merci à tous. Hein.